Le 14 février 1974, 42 heures du matin, dans les entrailles glacées et rouillées de l'usine navale Sevmash à Severodvinsk, sur les rives gelées de la mer Blanche, où le vent sibérien siffle à travers les joints usés des hangars comme un avertissement murmuré par les morts. Alexei Ivanovitch Kozlov, 42 ans, ouvrier soudeur ordinaire aux épaules voûtées par 18 ans de métal brûlant et d'heures supplémentaires non payées, descend l'échelle métallique grinçante vers le bassin de Radoub numéro 3, son casque de protection calé sous le bras, la lampe torche dans une main tremblant légèrement du froid qui s'infiltre par les manches effilochées de sa combinaison kaki. L'air est saturé d'une odeur âcre de soudure refroidie et de fuel lourd, mais ce matin-là, quelque chose cloche. Un bourdonnement sourd, presque inaudible, émane des entrailles du sous-marin en construction. Un mastodonte anonyme dont la coque grise avale la lumière comme un secret vorace. Alexei allume sa cigarette, aspire profondément jusqu'au filtre qui noircit entre ses doigts gercés et s'approche du panneau d'accès marqué « Réservé, accès interdit ». Un panneau qu'il n'a jamais vu auparavant, scellé par des boulons frais, luisant d'un graissage récent. Son cœur cogne un peu plus fort, non pas de peur encore, mais d'une curiosité instinctive, celle d'un homme qui répare les fuites depuis l'enfance sans jamais poser de questions, car poser des questions dans un endroit comme Sevmash, c'est inviter le comité à venir frapper à votre porte à minuit. Il pose l'outil, glisse une barre à mine dans la fente et tire. Le panneau cède avec un craquement humide, révélant un compartiment exigu éclairé faiblement par une veilleuse rouge qui pulse comme un œil maléfique. Dedans, des caisses métalliques empilées, cadenassées, étiquetées en cyrillique d'une main anonyme. Projet Borodino, phase 3, absolument secret. Alexei sent son estomac se nouer. Le mégot tombe et s'éteint dans une flaque d'huile. Il sait que Borodino est un nom de code naval, chuchoté parfois à la cantine par des ingénieurs aux yeux fuyants. Mais ici, dans ce ventre d'acier, ce n'est plus un murmure, c'est une menace palpable. Il tend la main vers une caisse entr'ouverte, ses doigts effleurant un rouleau de microfilm enveloppé dans du caoutchouc noir, des schémas de silos à missiles balistiques intercontinentaux, des ogives thermonucléaires miniaturisées pour un sous-marin capable d'engloutir New York d'un seul souffle radioactif. Le temps s'étire, interminable. Chaque seconde est un poids sur sa poitrine, le bourdonnement du sous-marin semble s'amplifier, comme si les machines écoutaient, et dehors, le vent porte peut-être déjà l'écho de pas invisibles sur la passerelle. Alexei recule, referme le panneau d'un geste maladroit, son souffle rauque résonnant dans le silence oppressant du hangar vide à cette heure, où les ombres des grues pendent comme des potences. Il remonte l'échelle, chaque échelon un supplice, ses bottes claquant trop fort contre le métal froid, et il imagine déjà les micros cachés dans les conduits d'aération, les caméras braquées depuis les miradors du périmètre, car à Sevmash, chaque ouvrier est un suspect potentiel. Chaque pause cigarette une occasion pour le KGB de noter les tremblements des mains. Il atteint la plateforme, s'allume une nouvelle Bellomore Canal, tire jusqu'à ce que la nicotine brûle sa gorge et jette un œil vers la guérite des gardes. Deux silhouettes immobiles, cigarettes rouges dans l'obscurité, leurs regards invisibles mais perçants comme des baïonnettes. Le quart de jour commence dans 15 minutes. Il doit rejoindre son poste de soudure sur la coque principale, feindre l'ignorance, mais déjà la paranoïa s'insinue, un ver froid dans son ventre. Et si un ingénieur avait vu la lumière de sa torche? Et si le panneau portait ses empreintes, analysées plus tard dans un labo secret de Moscou? Il marche vers l'atelier, les néons fluorescents bourdonnant au-dessus de sa tête, comme un essaim d'abeilles enragées, projetant des ombres qui dansent sur les murs écaillés, et chaque pas semble laisser une trace, un écho trop prolongé dans les couloirs désertés. À la cantine, il s'assoit seul à une table poisseuse, avale un thé amer dans un verre sale
écoute les conversations banales des collègues, le pain rationné, la file d'attente pour les bottes d'hiver. Mais ses yeux scrutent les visages. Piotr, le contremaître au nez rouge, qui parle trop fort. Olga, la secrétaire aux lèvres pincées, qui note tout sur son carnet. Et au loin, l'homme en civil, costume gris, mallette noire, assis près de la porte, feignant de lire Pravda, mais jetant des regards obliques. Alexei sent la sueur perler sous son col malgré le froid. Il écrase sa cigarette dans le cendrier collectif, se lève et sort, le cœur battant la chamade, se demandant si le grincement de la porte a alerté quelqu'un. De retour à son poste, la torche oxyacétylénique en main, Alexei soude les plaques d'acier incurvées, les étincelles jaillissant comme des étoiles mourantes, masquant à peine le tumulte intérieur qui le ronge. Ces schémas, ces missiles, c'est la fin du monde en miniature, un secret qui dépasse l'entendement d'un simple soudeur, un programme Typhoon camouflé sous des noms de code, capable de percer les défenses américaines depuis les abysses arctiques. Il imagine les ogives filant vers Washington, les champignons atomiques, et son propre fils, petit Dimitri à l'école numéro 12, réduit en cendres pour un jeu de pouvoir entre Kremlin et Pentagone. La soudure se prolonge, interminable, le métal fondant trop lentement sous la flamme bleue, et pendant ce temps, ses pensées tourbillonnent. Raconter à Nadia, sa femme, ce soir, dans leur appartement exigu du bloc H7. Mais les lignes téléphoniques sont sur écoute, les murs ont des oreilles, et les voisins du parti, les Petrov du 3e étage, signalent tout mouvement suspect. Non, mieux vaut se taire, enterrer ça au fond de soi, comme un cancer. Le sifflet de fin de quart retentit à 14 heures, un hurlement strident qui déchire l'air saturé de fumée, et Alexei range ses outils dans le casier numéroté 147, ses doigts laissant des traces grasses sur la serrure. Il sent un regard sur sa nuque, se retourne. Rien, que le vide du hangar et le tic-tac distant d'une horloge de contrôle. Le vestiaire est un chaos de corps transpirants, d'odeurs de sueur et de tabac, mais il perçoit les silences pesants, les pauses avant les rires forcés, comme si tout le monde savait déjà. Dehors, la neige tombe en flocons lourds, couvrant les barbelés électrifiés du périmètre, et il monte dans le bus brinque-ballant, numéro 23 vers le centre-ville, assis près de la vitre embuée, essuyant la condensation pour scruter les rétroviseurs. Une Lada noire suit-elle à distance? Les phares dans le blizzard se fondent en traînées fantômes, mais la peur s'installe, tenace, comme le froid qui mord ses os. À 17 heures précises, Alexei pousse la porte de l'immeuble préfabriqué, le paillasson usé craquant sous ses bottes, l'ascenseur en panne comme toujours, forçant la montée des 5 étages par l'escalier aux marches gluantes de boue fondue. Chaque palier est un piège potentiel. Portes entrebâillées, laissant filtrer des bribes de télévision diffusant les actualités officielles, odeur de choux aigres et de samovar bouillant, et ces silences entre les pas, trop longs, trop attentifs. Au 4e, la porte des Petrov s'entr'ouvre légèrement. Un œil, un chat, et il accélère, clé en main tremblante. Nadia l'accueille dans la cuisine étroite, son tablier taché, les yeux fatigués par les files d'attente au magasin numéro 4. « Dîner dans 5 minutes, Volodia », dit-elle en l'embrassant sur la joue râpeuse. Mais Alexei ne peut se retenir, murmure d'une voix cassée. « J'ai vu quelque chose aujourd'hui, à l'usine. Des missiles, des monstres sous-marins, secret du diable. » Elle pâlit, pose la louche, jette un regard vers la fenêtre aux rideaux tirés. « Tais-toi, idiot !» Les murs écoutent, et le téléphone sonne toujours trop tard. Ils mangent en silence, la soupe aux pommes de terre refroidissant dans les bols ébréchés, le tic-tac de l'horloge murale amplifié par la tension. Et dehors, un camion passe lentement dans la rue déserte, phare balayant les façades grises. La nuit tombe tôt en février, un manteau noir ponctué de réverbères jaunâtres,
et Alexei s'allonge sur le lit grinçant, cigarette au bec, fumant jusqu'au filtre tandis que Nadia s'endort d'un sommeil agité. Il fixe le plafond craquelé, imaginant les micros dans les plâtres, les agents du deuxième directoire du KGB transcrivant ses moindres soupirs dans une salle obscure d'Arkhangelsk. Les jours suivants se muent en un lent supplice de routine piégée. Chaque matin, un lever aux aurores sous la lumière blafarde de l'ampoule nue. Le tramway bondé, où les corps se pressent trop près. Les regards fuyants. Et à l'usine, les mêmes soudures interminables. Mais maintenant, Alexei sent la filature. Un collègue qui traîne près de son poste, posant des questions anodines sur le temps qu'il fait dans le bassin 3. Le contremaître Piotr qui note ses pauses sur un clipboard suspect. Et la nuit, des bruits dans l'escalier, pas feutré s'arrêtant devant sa porte avant de s'éloigner. Il commence à coder ses pensées, à parler en parabole à Nadia. Les poissons de la mer Blanche nagent plus droit. Ils portent des épines mortelles. Elle hoche la tête, terrifiée, et cache une valise sous le lit avec les passeports périmés de Dmitri. Une semaine passe ainsi, étirée en éternité, cigarettes consumées par paquets entiers, le cendrier débordant sur la table bancale. Puis, le 22 février, lors d'une pause, il glisse un microfilm subtilisé, arraché dans un éclair de folie au compartiment interdit, dans une boîte aux lettres mortes improvisée, un tronc d'arbre creux au bord de la forêt de pins noirs près du périmètre ouest. Le cœur battant, il attend sous la neige qui tombe en rideau, le froid mordant ses gants troués, comptant les minutes jusqu'à ce qu'une silhouette en manteau sombre s'approche, fouille l'arbre d'un geste précis et disparaisse. Un contact? Un agent double? La paranoïa explose. Rentrant chez lui, il trouve la porte légèrement entr'ouverte. Nadia tremblante. Ils sont venus. 2 hommes polis ont demandé si tu étais malade. Le téléphone sonne enfin, trop tard. Un silence à l'autre bout avant une voix déformée. Kozlov, rapportez-vous au directeur adjoint demain. 8 heures. La nuit est un gouffre d'insomnie, le radio diffusant des marches militaires en fond sonore statique, et Alexei envisage la fuite, traverser la frontière finlandaise à ski, comme ces rumeurs de défecteurs, mais avec femmes et enfants, c'est du suicide. Les Stasi et les gardes-frontières alerteront Moscou en minutes. Le lendemain, 23 février, 7h55, Alexei entre dans le bureau du directeur adjoint. Une pièce étouffante aux meubles massifs, portraits de Brejnev et Andropov dominant les murs lambrissés, l'air chargé de tabac cubain et de peur rance. L'homme en uniforme, colonel retraité du GRU, nommé Viktor Souslov, l'invite à s'asseoir d'un geste sec, ses yeux gris comme l'acier de Severodvinsk sondant chaque tic nerveux. « Kozlov, on dit que vous avez vu des choses inhabituelles dans le bassin 3. Parlez sans détour. » Alexei hésite. Le temps s'étire en un vide assourdissant, le bourdonnement des néons remplissant l'espace, et il balbutie une demi-vérité. « Un panneau mal fermé, colonel. J'ai juste regardé. » Souslov sourit, un rictus sans joie, allume une pipe, tire longuement, la fumée formant des volutes qui obscurcissent le portrait du guide. Les ouvriers ordinaires ne regardent pas Kozlov, ils soudonnent. Et si vous avez vu Borodino, c'est la prison de haute sécurité, ou pire, Kolyma. La menace plane, implicite, inévitable. Alexei sort, jambes flageolantes et sent la filature immédiate. 2 Lada grises stationnés près des grilles, alternant dans le trafic enneigé. Chez lui, Nadia a préparé les sacs. On part ce soir, par le train pour Leningrad, puis bateau vers Helsinki. Mais le doute ronge. Et si c'est un piège? Le soir, à la gare routière bondée de voyageurs emmitouflés, il monte dans le bus de nuit, Dimitri endormi sur les genoux d'Alexei, le moteur tout sautant dans le froid mordant. Les phares percent la tempête, mais dans le rétroviseur,
des ombres persistent, des feux de position qui collent à distance respectable. À mi-chemin, un barrage militia. Papier contrôlé sous une lampe torche vacillante. Question sur la destination. Visite familiale à Arkhangelsk. Et le bus repart. Mais Alexei sait, ils sont marqués. Le filet du KGB se resserre. Les jours de fuite se transforment en un cauchemar lent. Changeant de bus à Mourmansk, dormant dans des motels sordides où les murs fins laissent passer les ronflements et les murmures suspects, Nadia veillant avec un couteau de cuisine sous l'oreiller, Dimitri pleurnichant de faim malgré les rations de pain noir. Alexei tente un dead drop à Mourmansk, glissant le microfilm dans un banc public près du port, adressé à un contact fantôme entendu dans des rumeurs dissidentes, un pêcheur finlandais nommé le Corbeau. Mais le lendemain, le banc est vide, et un article dans la Pravda locale parle d'agents impérialistes démasqués. La paranoïa culmine lors d'une nuit blanche, dans un grenier abandonné, pluie battant le toit de tôle, radio crachotant des nouvelles codées, projet Borodino avance, gloire à l'Union. Alexei craque, sanglote en silence, cigarette après cigarette, le filtre mâchonné jusqu'au sang, réalisant que son geste trivial, un regard volé dans un compartiment, a fracturé sa vie entière, transformé l'ordinaire en damnation. Le 5 mars, à la frontière, près de Radjakovski, ils rampent dans la neige sous le couvert de la nuit arctique. Barbelés griffant leurs manteaux, loups hurlant au loin. Mais des projecteurs balaient soudain l'horizon, des aboiements de chiens-loups et des voix en russe. « Stoyat !» Alexei pousse Nadia et Dimitri vers les arbres. « Cours !» Mais une rafale de mitraillettes déchire la nuit. Non mortelle, juste un avertissement. Et ils sont cernés par des border guards du KGB, fusils pointés, menottes glacées refermées sur les poignets. L'interrogatoire commence dans une caserne frontalière anonyme, une salle aux murs nus suintant d'humidité, table en métal boulonnée au sol, ampoule unique oscillant au plafond comme un pendule de l'enfer. Le major Ivanov, visage poupin mais yeux d'acier, allume une cigarette, offrant une à Alexei menotté à la chaise. Parlez du microfilm, Kozlov. Où l'avez-vous eu? Pour qui? Le silence s'étire. Minutes interminables. Tic-tac d'une montre invisible. Gouttes d'eau tombant d'un tuyau rouillé. Alexei fixe le sol craquelé, sans la culpabilité l'envahir. Trahison envers l'Union? Ou fidélité à l'humanité? Nadia hurle depuis la pièce voisine, coup sourd sur la cloison, Dmitri pleurant. Ivanov se penche, voix basse. « Votre fils ira en orphelinat spécial. Votre femme au goulag de Kolyma. Confessez, et peut-être la clémence. » Alexei craque après des heures, avoue tout, mots sortant en torrent, les schémas, les missiles, le projet Typhoon pour dominer les USA. Mais c'est trop tard. Le verdict tombe dans une autre salle, Lubyanka-like, avec des officiers du premier directoire. Haute trahison, 20 ans au camp 17 de Perm 36. Nadia disparaît dans les convois noirs, Dimitri confié aux éducateurs du parti. Alexei est traîné dans un fourgon cellulaire, fenêtres grillagées, route chaoteuse vers l'intérieur, et dans le noir, il sent l'ordinaire perdu à jamais. Plus de soudure, plus de cigarettes partagées, juste le bourdonnement éternel des barbelés électrifiés et le regard des capots. Les mois s'écoulent en un vide psychologique. Perm 36, un purgatoire de toundra gelée, baraquement pourrissant où le vent hurle des noms oubliés. Alexei, taillant des troncs sous la surveillance des Vor-Vezakone, tatouage bleu luisant sous les projecteurs. Chaque soir, appel au crépuscule, numéros aboyés dans le froid mordant, et il répond « présent ». Voix brisée, imaginant Nadia brisée ailleurs, Dmitri rééduqué à haïr son père traître. Les rumeurs filtrent. Le projet Borodino, alias Typhoon, lancé en mer malgré l'exposition mineure, un ouvrier anonyme effacé des archives.
La paranoïa persiste même en cage, rêve hanté de panneaux scellés et de microfilms flottants. Une lettre censurée arrive enfin de Nadia. Non, un formulaire. Divorce prononcé. Fils réaffecté. Alexei fixe les barreaux rouillés. Cigarette roulée en prison. Tabac puant mêlé à du journal. Fumant jusqu'au filtre imaginaire. Le bourdonnement des miradors emplissant le silence, et comprend. Le secret l'a englouti. L'ordinaire n'existe plus. Juste l'ombre infinie du comité veillant sur les vivants et les morts. Des années plus tard, lors d'une amnistie partielle sous Gorbatchev, il sort amaigri, yeux creux. Mais Severodvinsk est changé. L'usine un fantôme post-soviétique. Il erre les rues enneigées, évitant les regards, sentant encore les filatures spectrales, le tic-tac des horloges invisibles marquant l'inévitable retour du passé. Nadia est morte au goulag. Dimitri, un officier anonyme. Alexei s'assoit sur un banc gelé, allume une dernière Belomor-Canal, tire lentement, le filtre noircissant dans le vent blanc, et murmure à l'ombre « J'ai juste regardé ». Le silence répond, éternel, surveillant. Darby, acte 2. Les ombres posthumes. Alexei titube dans la nuit arctique. La Belomor-Canal consumée tombant en cendres sur la neige, un point rouge agonisant avalé par le blanc infini. Les rues de Severodvinsk, autrefois veines palpitantes de l'Empire rouge, ne sont plus que carcasses rouillées. Usines éventrées, graffitis, perestroïka, effacés par le gel, et des silhouettes hâves, errant comme des âmes en sursis. Il pousse la porte d'un bar clandestin. Le sous-marin englouti. Néon clignotant au-dessus d'une entrée basse où les anciens du chantier noient les secrets dans de la vodka frelatée. À l'intérieur, l'air puant la sueur et le tabac bon marché, un gramophone crachote du Tchaïkovski éraillé. Alexei s'affale au comptoir, commande une dose triple, sans question. Le barman, un ex-capot au tatouage délavé, église en dôme sur les épaules, le jauge d'un œil torve. « T'es revenu des camps, hein ? Perm 36 ? On les reconnaît à l'odeur de bois pourri. » Alexei hoche la tête, muet, et avale le feu liquide qui ravive les fantômes. Autour, des murmures. Oligarques russes pillant les chantiers navals. Américains flairant les restes du typhoon. Et des rumeurs folles d'un fantôme de Borodino hantant les bassins secs. Soudain, un homme s'approche, veste en cuir usé, cicatrice barrant la joue. Un vor rescapé, sans doute. Alexei Ivanovitch ? Le soudeur qui a vu trop loin. Le cœur d'Alexei s'emballe. Le tic-tac invisible reprend. Filature ? Provocation ? L'homme glisse une photo jaunie sur le zinc. Nadia, jeune, souriante, avant le goulag. Au verso, une adresse codée à Moscou et ces mots griffonnés. Le projet n'est pas mort. Typhoon renaît sous pavillon noir. Ton microfilm, il flotte encore. Rejoins-nous, ou le silence te bouffera vif. Alexei fixe l'image. Les barreaux rouillés se superposent aux traits de sa femme. Dimitri, son fils officier, est-il complice? Ou traqueur? Il écrase son verre, éclat dans la paume, sang mêlé à la vodka. J'ai juste regardé. L'homme rit, dents d'or luisant. On regarde tous, camarades, mais certains ferment les yeux trop tard. Dehors, le vent hurle à nouveau, miradors imaginaires pivotant dans l'ombre. Alexei sort, photo en poche, marchant vers l'usine fantôme. Les projecteurs éteints veillent toujours. Le comité est mort, mais ses ombres dansent, éternelles, affamées de secrets neufs. Fin de l'acte 2. Le rideau tombe sur un tic-tac persistant. Acte 3. Les ombres du typhoon. L'usine fantôme se dresse comme un squelette rouillé sous la lune blafarde, grues immobiles tendues vers un ciel sans étoiles. Alexei franchit les grilles tordues. Le gravier crisse sous ses bottes usées.
écho d'un pas de danse mortelle. Le tic-tac pulse dans ses tempes, un cœur mécanique? Une mèche allumée? La photo de Nadia brûle dans sa poche, son sourire un reproche spectral. « Rejoins-nous » avait dit le Vore, ou « crève seul ». À l'intérieur du hangar principal, l'air glacé pue l'huile rance et la corrosion. Des coques à demi finies gisent comme des baleines échouées, Typhoon, fantôme, gravés sur des plaques arrachées. Une lumière vacille au fond, projecteur improvisé, silhouette dansant dans la pénombre. Alexei avance, main sur le poignard caché, souvenir de Perme 36. Lame taillée dans un éclat de lunettes. Voix rauque, familière. « Père ?» Dimitri émerge des ténèbres, uniforme kaki impeccable, béret incliné, mais yeux hantés par les mêmes démons. À ses côtés, le Vore à la dent d'or et 3 autres, mercenaires tatoués, ex-Spetsnaz au regard vide. Le projet renaît, comme promis. Pavillon noir, pas Moscou, pas Washington. Nous, les oubliés. Alexei s'immobilise, microfilm serré dans son poing. Nadia? Elle est. Dimitri secoue la tête. Vive! À Moscou. L'adresse est vraie. Mais le comité sait. Ils t'ont filé depuis le bar. Typhoon, Nidero 7, le dernier. Nucléaire, invisible, armé pour l'apocalypse. Plan sur ton film. On le remet en route, père, pour venger les camps, les chantiers pillés. Le tic-tac s'emballe. Pas un cœur. Une alarme. Sirène lointaine hurle. Phares de miliciens balèrent les murs. Embuscade. Le Vore ricane. Choix, camarades, avec nous, ou balle dans la nuque. Fusillade éclate. Balles ricochent sur les tôles. Alexei plonge derrière une cuve. Dimitri le couvre, mitraillette crachant le plomb. Le film! Passe-le! Corps à corps. Alexei affronte un mercenaire, poignard enfoncé dans la gorge, sang chaud sur les mains. Le Vore charge, dents luisantes. Coup de crosse, craquement d'os. Dimitri hurle, touché à l'épaule. « Père, le sous-marin est là-bas, bassin secret. Typhoon renaît ce soir. » Alexei hésite. Fantôme de Nadia et du goulag tourbillonne. Il jette le microfilm à son fils. Pas pour venger, pour enterrer. Ce monstre doit couler. Explosion, réservoir saboté. Le hangar tremble, flammes léchant les coques. Alexei traîne Dimitri vers la sortie, Vore gisant dans une mare rouge. Dehors, miliciens en cercle, mais un hélico-pirate surgit, filin lancé. « Monte! Pavillon noir !» Dimitri grimpe, tend la main. Alexei recule, photo de Nadia froissée. « J'ai trop regardé. » Il court dans la nuit, usine s'embrasant derrière lui, Typhoon englouti pour de bon. Le tic-tac s'éteint, vent froid sur son visage. Moscou attend, secret neuf à noyer ou à vendre. Fin de l'acte 3. Le rideau tombe sur des flammes mourantes.